Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo où je parle des films et séries que j'ai vus le mois précédent et aujourd'hui on est le premier. Incroyable, quel timing de fou, pile poil après la fin du mois et j'avais envie de parler de plein de films différents, plein d'œuvres différentes parce que j'en ai vu pas mal, j'en ai vu 23, dont un film que j'ai vu 2 fois. J'ai vu 3 séries aussi, mais je vais pas parler de toutes les œuvres. Alors évidemment je vais exclure les critiques à chaud parce que j'en ai fait plein, par exemple Deadpool et Wolverine, je vais pas reparler de ce film ici et surtout que j'ai fait une vidéo X-Men à ce sujet là donc je vais pas en reparler non plus parce que oui j'ai revu aussi tous les films X-Men, du coup ça fait quand même déjà 13 films, donc c'est pas mal. Je vais y aller dans l'ordre de visionnage, c'est des films récents, anciens, d'autres qui sont sortis hier par exemple. Pas de spoiler évidemment et je compte sur vous pour mettre votre avis dans les commentaires. Et c'est un avis rapide, encore une fois, c'est pas une critique détaillée, ne le prenez pas comme ça. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, celui qui me permet de faire une chose très précise en ce moment, apprendre une nouvelle langue. Parce que oui, je le fais de manière quotidienne grâce à Rosetta Stone, une application ou site web qui vous permet d'apprendre des langues facilement. L'objectif, c'est de proposer une expérience intuitive et immersive. C'est très simple, je vais vous montrer un extrait de moi qui découvre l'application pour vous montrer à quel point c'est intuitif et à quel point j'ai pris ça en main rapidement. En gros, vous rentrez dessus, vous choisissez votre langue, vos difficultés et ensuite vous pouvez commencer par exemple votre leçon quotidienne qui dure environ 10 minutes. Ça dépend le temps que vous voulez passer sur l'application. Il y a différentes leçons qui testent différentes choses. Par exemple, vous avez de la prononciation orale qui marche vraiment bien. J'ai essayé ça sur plein d'exercices différents et ça a toujours reconnu les mots que je voulais dire. Lui scrive in italiano. Il y a des petits jeux où vous devez finir des phrases ou les compléter. Il y a des images sur lesquelles vous devez cliquer et plein d'autres petits exercices comme ça qui sont simples. Ça vous permet de facilement lier des mots à des situations et ça fait comme des petites conversations. C'est pour ça que c'est immersif, c'est que vous apprenez cette langue comme vous l'avez apprise, que ce soit votre langue maternelle ou une langue pendant vos études. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un thème comme, je sais pas, votre famille, les voyages, le côté un peu plus professionnel de la langue. Et vous n'avez pas besoin de mémoriser, faire des leçons, apprendre. Vous faites juste les petits exercices, les jeux et ça fait des simulations de la réalité qui sont appréciables. Vous apprenez des choses utiles dès le début. En plus, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, vous pouvez faire des leçons de 10 minutes ou même passer beaucoup plus de temps sur l'application. Vous voyez un peu le plan qui est prévu pour vous, vous pouvez faire plein de leçons différentes, mais vous avez aussi plein de leçons supplémentaires, des cours classiques sur différents thèmes, des leçons en direct, des classes virtuelles, des petites histoires que vous pouvez lire ou écouter, un compagnon audio, un guide linguistique par thème aussi si vous voulez un lexique très précis. Bref, il y a plein de choses intéressantes, simples à utiliser et ça vous permet d'utiliser les mots que vous avez appris le jour même dans la vraie vie juste après. C'est adaptatif, hyper pratique et vous pouvez essayer par vous-même en utilisant le lien dans la description, dans le commentaire épinglé. Vous avez le droit à 60% de réduction sur l'abonnement Lifetime 25 langues en utilisant le lien ou le QR code qui est affiché à l'instant. Donc foncez sur l'offre. Le premier film que j'ai revu ce mois-ci est un film assez vieux, plus de 70 ans. D'ailleurs, le film a été ressorti pour célébrer les 70 ans de l'œuvre. C'est évidemment Les 7 Samouraïs, l'une des plus grandes œuvres de l'histoire en remasterisé 4K. D'ailleurs, une version Blu-ray 4K sera disponible à l'automne. C'est l'un des films les plus influents de l'histoire du cinéma. Akira Kurosawa, il a révolutionné le genre. C'est grâce à lui que les westerns modernes existent, ou en tout cas ont été popularisés. C'est grâce à lui que vos sagas préférées existent, comme Star Wars. D'ailleurs, en rematant Les 7 Samouraïs aujourd'hui et Star Wars, il y a des passages dans Star Wars qui sont tout simplement des clichés et des reprises des 7 Samouraïs. Et c'est typiquement le genre de cinéma, celui de Kurosawa, qui a été plagié sans arrêt, au point qu'à certains moments, il y avait des procès. Et c'est un peu son œuvre mythique, pour ceux qui connaissent pas l'histoire. C'est l'histoire d'un village qui va être bientôt attaqué par des bandits qui veulent tout simplement piller le village. Et ce village ne peut pas se protéger. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les talents, ils n'ont personne pour les aider. Et ce village va essayer de chercher des samouraïs pour leur venir en aide. Et ils vont commencer à recruter samouraï après samouraï jusqu'au moment où ils arrivent à 7. C'est l'histoire basique de recruter une équipe pour faire face à une menace extérieure. Et tous les films se sont inspirés de ça par la suite. Et c'est là le plus gros défaut des gens, entre guillemets défaut, c'est que quand vous regardez ce film qui dure 3h27, c'est une grande œuvre épique, mais croyez-moi que vous ennuyez pas une seule seconde. Et oui, c'est en noir et blanc, oui, c'est pas en format cinémascope, mais le travail de mise en scène dessus, le charisme des acteurs est incroyable parce qu'en fait, quand vous regardez ce film, vous avez l'impression que vous tapez 70 ans d'histoire du cinéma. Pourquoi? Parce que le film a été tellement influent, a changé tellement le monde, au fait, que vous avez juste l'impression d'avoir déjà vu tout ce qui se passe dans le film 20 fois avant. Et c'est un petit peu particulier, et c'est le problème des films cultes, c'est qu'ils ont été tellement influents que vous avez l'impression de voir des compilations d'autres films à chaque fois, surtout pour ceux qui l'ont pas vu. Et il y a des passages dans ce film qui sont devenus tellement
clichés aujourd'hui, mais c'est le film qui les a inventés ou encore une fois popularisés, que quand tu le regardes, t'es plus impressionné aujourd'hui. Et moi, je l'avais vu la première fois, j'étais comme vous, j'ai trouvé ça bien, mais bon, vu que j'ai déjà vu ça ailleurs, j'étais pas non plus impressionné. Et là, en le revoyant et en remettant un peu dans le contexte, c'est vrai que tu prends une claque comme pas possible parce que tout a tellement été repris après que t'es juste impressionné de A à Z. Un exemple tout bête, le moment Han Solo dans le film qui court après des Stormtroopers, ça, c'est typiquement les 7 samouraïs. Et des exemples comme ça, il y en a 1 milliard dans le film. Mais en fait, ce qui est vraiment fort, c'est que là, t'as une œuvre qui a été écrite qui est très peu manichéenne. Tu dis, ok, bah les bandits, c'est les méchants. Oui, certes, mais la manière dont les samouraïs sont représentés, sont caractérisés, la manière dont le village est caractérisé, plus t'avances dans le film, plus t'as des révélations, des twists, tu développes ces personnages-là, leur alchimie est folle entre eux parce qu'ils ont tous des personnalités complètement différentes. Les acteurs, ils sont tellement bien, bah évidemment, Mifune, hein, qui est l'acteur fétiche de Kurosawa, bah, c'est un charisme de dingue dans le film et il y a tellement d'émotions qui ressort et forcément, t'as 7 samouraïs face à des brigands, tu sais que ça va mal se passer, tu sais qu'il y en a qui vont y passer et il y a ce stress constant, t'as des images de dingue, je pense que l'image de fin est l'une des plus cultes de l'histoire du cinéma et de la même manière dont je parle de jeux vidéo avec vous de temps en temps, comme j'ai fait ma critique de Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima, c'est un plagiat total de Kurosawa et des 7 samouraïs, surtout les 7 samouraïs. Toutes les séquences que vous aimez dans Ghost of Tsushima ont été pillées de Kurosawa, ils ont quasiment aucune originalité. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, le jeu vidéo a toujours fait ça, mais juste pour vous dire que tout a été inventé ici. Il y a des moments très humains, très beaux, il y a des relations qui sont développées, qui sont touchantes, vous allez clairement vous en rappeler à vie, et revoir ce film en salle, à l'époque je l'avais vu sur mon PC, waouh. Là je me dis que la version 4K sera bientôt disponible, mais s'il est plus en salle, parce que je pense qu'il n'y est plus, achetez-le en 4K quoi, vraiment. Les personnages sont imparfaits, attachants et iconisés. Si vous voulez voir le charisme à l'état pur, ça se passe dans ce film, tous les samouraïs sont incroyablement charismatiques. On s'ennuie pas une seconde, Kurosawa il confectionne des cadres qui sont magnifiques, que ce soit avec un blocking de certaines barrières, de bâtiments qui séparent les personnages à l'image, la composition du cadre est parfaite, hein, que ce soit certaines fleurs, de la boue et les scènes d'action finale. Waouh, le travail qui est fait sur les chevaux, sur les figurants. Vous savez qu'il n'y a pas d'effets spéciaux à l'époque, il y a des effets pratiques évidemment beaucoup, mais tout a été fait à l'image. Et il y a des choses, tu dis comment c'est possible de réussir des séquences comme ça, avec des animaux, avec des figurants, avec des acteurs et tout, c'est dingue. Et tu prends une claque, tu dis mais maintenant jamais ils oseraient faire certaines séquences. Ça reste un film plus ou moins intime, hein. On est 7 samouraïs versus une quarantaine de brigands, mais quand même, la manière dont on te positionne dans le monde, parce que tu as une carte à un moment qui est dessinée du village et tu comprends le village et tout se passe dans 2 villages grosso modo, celui où les samouraïs se font recruter et celui qu'ils doivent défendre, t'es tellement jamais perdu, tu connais le village par cœur à la fin, tu pourrais t'y repérer sans problème et y aller toi en tant que spectateur. Mais toute cette mise en abîme, elle est pour traiter des personnages avant tout, de cet univers, de ce contexte. Il y a une idée de mise en scène par plan, ça s'arrête jamais, il y a toujours des petits trucs, des petits détails, tu te dis mais comment c'est possible de faire un chef-d'œuvre comme ça? Mais vraiment, c'est un film qui imprègne la rétine. Je sais pas si c'est mon préféré de Kurosawa, pour le coup j'en ai pas vu assez, j'en ai vu que 6 de Kurosawa, c'est l'un des réalisateurs sur lequel j'ai pas mal de retard. Mais le gros souci de ce film, c'est qu'après l'avoir vu, tous vos films préférés, ou beaucoup d'entre eux en tout cas, surtout les grands films épiques, vous allez vous rendre compte qu'ils ont plagié ce film, ou pas plagié, mais se sont énormément inspirés de ce film. Sans même parler des films de samouraï, hein, mais des films de science-fiction, de fantasy, tout vient d'ici, plus ou moins. Et c'est pas une blague quand les gens disent que c'est un des films les plus influents du cinéma. C'est probablement le film le plus influent du cinéma, en tout cas japonais, hein, et c'est une pépite sans nom. Et donc si vous avez l'occasion un jour de le revoir en salle, parce qu'il sera sûrement rediffusé en salle un jour, ou de vous prendre une version 4K, ne soyez pas intimidés par les 3h20, elle passe super vite, ou alors faites une pause, hein, à la moitié du film, en tout cas au cinéma il y a une pause de 5 minutes. D'ailleurs ça arrive à un moment, on dirait un cliffhanger, ça c'est génial. C'est un chef-d'œuvre pour une raison, vous allez vous prendre une claque. Le terme monument du cinéma, il est réservé aussi pour ce genre de film. Encore une fois, ne soyez pas intimidés par l'âge de l'œuvre, le fait que ce soit en noir et blanc, le fait que c'est en japonais. Croyez-moi, pas beaucoup de films sont aussi impressionnants. Et les archétypes de personnages qui ont été créés pour ce film, vous allez les revoir dans tous les films que vous avez vus dans votre vie après, c'est assez flagrant aussi. Donc honnêtement, foncez, c'est l'un des plus grands films de tous les temps et j'étais hyper content de le voir au cinéma. C'était un pur plaisir. Ensuite, pour changer de registre, j'ai vu le film Hitman, c'est le film de Richard Linklater qui sort techniquement en France sur Canal en septembre, mais il est disponible sur Netflix depuis quelques mois avec un VPN, vous savez lequel. En fait, je voulais regarder un truc un peu léger, comédie d'action, et je me suis dit, allez, j'ai enchaîné Hitman. De toute façon, il sera pas disponible en salle en France, autant regarder en streaming aujourd'hui au lieu de septembre, et je l'ai vu, et c'est l'un des films les plus adorés de l'année par beaucoup de personnes, et je dois admettre que je suis un petit peu déçu. En gros, c'est l'histoire d'un professeur de philosophie qui vit une vie tout à fait normale, mais il décide aussi de travailler avec la police, parce qu'il a des compétences que la police peut utiliser, et il est dans la brigade où justement ses compétences sont utilisées pour trouver les gens qui veulent embaucher des tueurs. D'où le terme Hitman. Donc le personnage principal, interprété par Glenn Powell, se fait passer par un tueur à gages. Il va se rendre compte qu'il est super doué à ça, il va faire plein d'interventions pour la police, et il va mettre en prison plein de personnes différentes qui étaient prêtes à embaucher un tueur à gages. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'à partir d'un moment, il trouve une femme qui va vouloir embaucher cet homme-là, mais lui va refuser, et il va commencer à développer une sorte de relation amoureuse avec cette femme, sauf que cette femme le connaît comme un tueur à gages, alors que c'est pas du tout ça, c'est lui qui se fait passer pour un tueur à gages, et du coup
l'histoire repose sur la thématique tout simplement de l'acting, du cinéma, de se faire passer pour des gens qu'on n'est pas, une réflexion un peu méta sur ça, où les acteurs sont poussés à leur limite et en même temps, voilà, ils sont en train de se remettre en question. C'est la thématique principale, c'est le cinéma. Et la thématique est intéressante et c'est une comédie romantique d'action, c'est vrai, et le temps passe vite. Honnêtement, les 2 heures passent super vite, j'ai beaucoup rigolé, j'ai trouvé le film super drôle, j'ai trouvé le charisme des acteurs incroyable, leur alchimie, Glenn et Adria sont géniaux, franchement. En plus, c'est un film assez violent, du coup, ils ont en même temps une sorte de relation très sensuelle et sexuelle. Au début, c'est des plans cul et tout, c'est assez rigolo. Leur alchimie est top, et c'est ce qui porte un peu le film. T'as plein de rebondissements, t'as plein de moments super drôles par rapport à eux, t'as plein de moments dramatiques, il y a pas mal de stress, de tension. En vrai, le scénario est plutôt bon, je trouve, et c'est une comédie romantique d'action, encore une fois. Vous attendez pas à un drame sérieux et tout, mais c'est hyper efficace, certes prévisible, certes du déjà vu 20 fois avant, ok, il y a rien d'original, entre guillemets, hein. Et au fait, ça se repose sur ça se repose sur le charisme des acteurs, sur les blagues, le scénario, et c'est un petit peu le défaut que j'ai trouvé au film, c'est qu'en fait, Linklater, il a pas proposé grand chose. D'habitude, j'aime beaucoup le cinéma de Linklater, je trouve qu'il a souvent de super idées de mise en scène, je trouve qu'il a super bien géré, j'ai pas vu tous ses films, mais la majorité de ses films, je les ai vus, et j'ai toujours trop aimé son ambiance, la manière dont il parle des personnages, de la vie. C'est un mec hyper posé, et là, il s'est testé un petit peu un genre différent, j'ai envie de dire, mais toujours avec le cœur émotionnel de romantique qu'il a en lui, et je l'ai trouvé pas du tout inspiré dans ce film. Genre vraiment, c'est hyper plan-plan, il y a aucune idée de mise en scène intéressante, il s'est tellement reposé sur le script et les acteurs, qui font un super travail encore une fois, qu'en fait, il a rien proposé en termes de mise en scène, et je suis grave déçu, parce qu'en vrai, j'aime ce mec, et là, j'ai vraiment kiffé le film, et je le conseille vraiment parce que c'est relax, sans prise de tête et fun, et je vais m'en rappeler parce que c'était un bon moment, mais il aurait pu être tellement mieux s'il avait retravaillé un petit peu la photo. Là, c'est très plan-plan, en fait, on dirait un téléfilm plus qu'autre chose, et c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas d'idée de mise en scène, il n'y a rien. Il y a des montages fun, et je vais m'en rappeler encore une fois, mais je suis déçu de la mise en scène, mais c'est quand même une recommandation que je peux vous faire si vous voulez voir un film rigolo, touchant, vraiment bien joué, et qui va marquer, je pense, pas mal de personnes. Ou vous pouvez attendre la sortie sur Canal, je crois, le 18 septembre, ou vous pouvez le regarder avec un VPN sur Netflix. Ensuite, j'ai vu au cinéma, j'en ai profité pour aller voir un film culte que j'avais pas vu depuis longtemps, c'est le fameux film Escape from New York. C'est le film de John Carpenter, c'est le film qui a popularisé le personnage de Snake, et oui, Solid Snake, hein, c'est de là que vient l'inspiration de Metal Gear Solid. Snake, interprété par Kurt Russell, c'est l'un des films qui a vraiment iconisé Kurt Russell, c'est à l'époque où justement Carpenter et Russell, ils continuaient leur collaboration, après genre Elvis, The Thing, que des pépites, et là sur une nouvelle pépite, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est un des films les plus cultes aussi, je pense, de l'histoire du cinéma, hein, disons-le. En gros, on est dans un futur proche, bon maintenant pour nous c'est le passé, mais à l'époque c'était le futur. Manhattan est devenu une prison à ciel ouvert, qui a été enfermée, mais le problème c'est que le président des États-Unis se crache à Manhattan, et il faut que quelqu'un aille le chercher, alors qu'il y a les plus gros criminels, violeurs et autres personnes horribles dans cette prison à ciel ouvert. C'est là que Kurt Russell, lui-même un criminel, une sorte d'antifa, anti-gouvernement, même peut-être un peu plus loin, anticapitaliste, va aller dans cette prison pour sauver le président en échange de sa liberté. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait on lui a mis une puce, et s'il sauve pas le président en 24 heures, il meurt, enfin sa tête elle explose. Donc c'est un film de compte à rebours, d'1h40, ça se passe super vite, qui te plonge dans un monde dystopique, dans un état ultra autoritaire. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait c'est le parallèle entre l'état ultra autoritaire et la prison à ciel ouvert qui a créé sa propre société, et toute la thématique elle est là. C'est à quel point les politiques deviennent autoritaires, c'est à quel point justement le capitalisme bouffe les gens, à quel point on est prêt à mettre des gens comme des animaux dans des énormes cages à ciel ouvert. Bon, c'est toute la thématique classique politique de Carpenter, qui a toujours détesté l'autorité, on l'a vu avec beaucoup de ses films, hein. Et là il s'en inspire vraiment, donc c'est un film qui parle de ça parle vraiment de la déshumanisation, mais des deux côtés, c'est-à-dire du côté politique, et en même temps ce contexte de prison à ciel ouvert, mais c'est en même temps la période de guerre froide à l'époque. C'est un peu le sujet du film, je vais pas trop en révéler ici parce qu'il y a des révélations à la fin et tout, bref, c'est pas mal du tout. Mais au fait, ce qui est intéressant, c'est que t'es plongé dans un monde qui est vraiment bien foutu. En fait, Carpenter, il a géré un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est les ombres. On voit beaucoup de silhouettes dans le film. C'est un gars qui est censé s'infiltrer, qui est censé être discret. Du coup, on voit beaucoup de silhouettes, il y a pas beaucoup de bruit, il y a pas beaucoup d'action. Au final, c'est un film d'infiltration, disons-le. Il y a plein de détails sur comment cette société s'organise, qui sont ces gens, et c'est vraiment bien foutu de ce point de vue-là, il y a rien à dire. T'es vraiment plongé dans l'univers, tu découvres plein de personnages secondaires qui ont tous une vie, qui ont tous une personnalité. Il y a plein d'acteurs hyper connus, dont certains oscarisés. Kurt, évidemment, il porte le truc, mais Lee Van Cleef est absolument incroyable aussi. L'immersion est totale, le charisme des acteurs est présent. Alors oui, c'est peut-être un peu kitsch aujourd'hui, c'est un petit peu mal vieilli, il y a des séquences en effets spéciaux qui sont mal faites, parce que bon, c'est les années 80 quand même, hein. Début des années 80 même, 81. Mais ça tient en haleine, c'est court, encore 1h40, ça va super vite, hein. Et les scènes d'action n'ont pas de punch ou d'intensité, mais le propos du film est intéressant, il raconte beaucoup de choses. Et si vous voulez voir un film politique, dystopique, guerre froide, d'infiltration avec un petit peu d'action tout de même et un monde de SF déjanté, vous devez le voir, c'est un classique. C'est vraiment bien, il a pas toujours très bien vieilli, mais ça vaut clairement le détour. Sur celui-ci, je vais aller vite parce que avant de préparer ma vidéo sur Twisters, j'ai vu le film Twister, évidemment, qui est sorti en 95. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de chasseurs de tornades, exactement la même histoire que le film qui est sorti récemment, et ils sont là en train de chercher les plus grandes tornades, et en même temps, il y a un côté où les tornades détruisent les villes d'à côté, et en gros, c'est la même histoire que Twisters, on va pas se mentir, c'est les mêmes propos, c'est la même histoire,
l'histoire, il y a le côté un peu aventure de l'époque, à la Amblin, vous savez, la société. Il y a un délire très années 80, science, relations entre les personnages, ils sont un peu amoureux l'un des autres et tout. C'est le film d'aventure un peu, pas par excellence parce que je le trouve pas parfait, mais avec les clichés des méchants, la science, le capitalisme et tout. J'ai jamais été un grand fan de l'œuvre, honnêtement, à la base. Là, en revu l'œuvre, bah en vrai c'est sympa, c'est cool, c'est divertissant, c'est adorable à certains moments, c'est mignon, t'as des séquences d'action bien foutues, les effets spéciaux sont impressionnants pour le coup, pour l'époque, 95. Hein. Ça va critiquer certaines motivations de certaines personnes qui sont dégueu, ça va vraiment mettre en avant la déshumanisation des gens qui chassent les tornades sans s'intéresser à la population qui en souffre. On plonge dans la ruralité américaine pour ceux qui kiffent cette aventure, et c'est bien. Je vais pas redire ce que j'ai dit dans ma vidéo, parce que c'est quasiment les mêmes points forts que le film qui est sorti il y a 2 semaines. C'est bien, c'est cool, c'est divertissant. Je pense pas que c'est un film essentiel à voir dans sa vie, je pense pas que c'est un film incroyable, mais si vous voulez voir un film d'aventure avec des acteurs, avec des personnages attachants, des acteurs qui jouent bien, une petite critique un peu de certaines personnes horribles dans la ruralité, une ambiance années 90 d'aventure, ouais, c'est bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est fun, c'est cool. C'est pas marquant, je trouve personnellement, mais je comprends pourquoi le film est devenu culte et pourquoi les gens l'adorent, mais c'est vraiment pas mon délire à fond, mais je considère que c'est bien quand même. C'est là aussi que je suis allé voir le nouveau film de Kevin Costner, évidemment Horizon, une grande saga américaine, partie 1, la partie 2 qui est censée sortir un jour. 3 heures de film, l'objectif de Costner ici c'est de faire une saga de 12 heures en mode slow burn. Pour ceux qui savent pas, le slow burn c'est un film qui s'étire pour installer une ambiance et avoir un grand climax final, disons. Donc ça y va tout mollo. Et bien là, ça y va tout mollo pendant 3 heures. Et j'ai honnêtement détesté. J'ai honnêtement failli m'endormir 20 fois, alors que je suis bon public pour ce genre de film, les westerns, les slow burn, mais j'en pouvais plus. 3 heures vraiment à regarder ma montre, j'avais l'impression. Le début est impressionnant, tu dis ok, il y a des belles couleurs, t'as des beaux plans, l'Americana qui est mise ici en avant, le côté western bien foutu, il y a des beaux décors, t'es plongé dans l'ambiance et tout. Je me dis ouais, c'est pas mal du coup. En termes de costumes, en termes de tout, je trouve que t'es vraiment plongé dedans. Ça parle de Première Nation, ça parle de différents personnages qui ont différents arcs par rapport à plein de choses différentes, mais forcément vu que c'est une partie 1, il n'y a aucun arc qui est développé. C'est juste l'introduction de tellement de personnages, tellement d'intrigues qu'en fait il se passe rien, c'est juste une introduction. Et c'est dur de juger ce film-là parce qu'en vrai, vu qu'il se passe tellement rien, vu que ça n'avance en rien, vu que c'est juste un énorme film d'intro, forcément quand les belles couleurs sont passées, quand les beaux plans sur cette Amérique très western sont passés aussi, il reste plus grand chose quoi. Et c'est con parce que les beaux plans sont souvent situés au début à la fin, le reste est très académique, chant contre chant, les dialogues assez simples, les acteurs honnêtement très peu inspirés. Et je vais dire un truc horrible, hein, mais je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que c'est pas une série plus qu'autre chose. Parce qu'en vrai en série ça serait passé en termes de rythme, un épisode, une intrigue et tout. Là franchement les 3 heures, waouh. Mais le vide de ce film est assez fou. Il faut respecter et soutenir le genre de film parce que c'est Kevin Costner qui a mis toute sa thune dedans, c'est lui qui a investi énormément dedans, sa femme a failli le quitter à cause de ce film. Il s'est donné pour ce film, donc je vais quand même aller le soutenir, le projet, mais vu qu'il se passe rien par rapport au personnage, vu qu'il n'y a aucune intrigue qui m'intéressait, vu qu'il n'y a aucun personnage qui était attachant ou qui m'a donné envie de m'intéresser à sa vie, vu que les visuels m'ont envie de gaver parce qu'à partir d'un moment c'est juste des décors qui ont été refaits plutôt que la nature, parce que lorsque c'est la nature c'est beau, lorsque c'est les Premières Nations c'est assez beau, t'as un contraste, une saturation assez intéressante, des belles couleurs et tout, c'est un beau film, hein, disons-le. Mais c'est pas parce que tu fais des plans larges magnifiques que le reste de la mise en scène est bien, parce que le reste est juste banal, assez simple et assez décevant. Et c'est le rythme, hein. Franchement les 3 heures, ressenti 9 heures, hein, vraiment. J'ai de l'espoir à me dire que la partie 2 sera plus vive, plus dynamique, et je parle même pas d'action, juste que ça avance un petit peu. Mais visiblement, vu comment ça se finit, oui, ça va avancer. Mais là, j'ai pas du tout été investi. Et je comprends que des gens adorent, kiffent à fond, il y a aucun problème, je vais totalement comprendre, mais c'était pas du tout mon cas ici. Et le pire, encore une fois, c'est que ça serait passé à la télé, j'aurais dit c'est bien. Mais là, au cinéma, honnêtement, en 3 heures d'un coup comme ça, un dimanche à 17 h, c'était très difficile. Mais bon, je comprends tout à fait que des gens puissent complètement adorer. Hier, j'ai vu Maxine aussi, et je devais en faire une critique à chaud de Maxine. 2 problèmes. Le premier, c'est que j'étais vraiment malade hier, j'avais de la fièvre et je pouvais pas du tout tourner jusqu'à très tard le soir. J'étais pas du tout dans le mood d'écrire une critique et tout, du coup, j'avais pas l'énergie pour le faire. Et le deuxième problème, c'est que Maxine, qui est donc la suite, la vraie suite, j'allais dire spirituelle, mais la vraie suite de X et Pearl, Pearl que j'aime beaucoup, X qui est sympa, eh bien, j'ai surtout détesté, en fait. Et du coup, la motivation pour faire une critique d'un film que tu as détesté est limitée. Et du coup, j'en parle ici pour vous dire que j'ai détesté, en fait. Maxine, c'est l'histoire d'une femme qui a vécu un traumatisme des précédents films, qui est une star de porno, qui veut percer dans le cinéma traditionnel, et plus principalement dans le cinéma horreur. Et du coup, c'est une plongée dans le monde du sous-Hollywood, du porno, de la violence, de l'horreur, qui est vu comme un genre à part et une sous-culture, disons-le. Et elle qui doit passer du porno à la vie, entre guillemets, sérieuse. Et en même temps, il y a une sorte de slasher, parce qu'un criminel qui tue plein de gens. Et forcément, les victimes sont liées au personnage principal.
principal et tout. C'est, pour faire simple, un hommage au giallo, donc un genre qui a été, je sais pas si populariser le terme, mais ça fait penser à du Dario Argento, voilà, c'est la vérité. C'est un mélange entre du Dario Argento et du Brian De Palma, je dirais, entre les visuels. Genre pour mettre l'ambiance, ils vont montrer des passages d'Hollywood, des gens qui font des trucs, en fait du Hollywood de l'époque, des années 80, pour parler de la place de la femme, pour parler de la violence d'Hollywood, de ce sous-Hollywood encore une fois. On voit pas le Hollywood paillette, hein, au contraire. Et en même temps, t'as des histoires de slasher, de détectives privés. Et oui, bon, il y a des trucs sympas. Genre les acteurs, ça va. C'est pas incroyable, hein, pour le coup. Je trouve que Mia Goth est assez décevante. Elle a pas l'occasion de briller dans ce film. Tout le monde, au fait, n'a pas l'occasion de briller. Pourtant, le casting est assez costaud, hein. Elisabeth Debicki m'a personnellement assez déçu. Giancarlo Esposito, rien, enfin rien du tout quoi, disons-le. Kevin Bacon, il joue un peu mieux que les autres et il s'éclate un petit peu avec son accent et tout, mais voilà, c'est très décevant. J'ai l'impression de voir un sous-film de plein d'autres genres et vous allez me dire, oui, non mais Reg X, c'était aussi une sorte de copie de Massacre à la tronçonneuse. Ouais, mais c'était bien X, en tout cas c'était sympa, il y avait un twist, un truc. Là, c'est l'un des pires slashers que j'ai vu, c'est l'un des pires films que j'ai vu de l'année, l'un des plus décevants, il y a rien qui va, le rythme était horrible, hein. Je me suis emmerdé alors que ça dure 1h45, l'intrigue est décousue, la narration va tous les sens, il y a plein de facilités, plein de bêtises. En fait, c'est à la fois, en tout cas, la tentative, c'est un hommage au giallo et en même temps une parodie de celui-ci, t'as l'impression. Mais du coup, ça marche pas. Les personnages t'expliquent tout à haute voix, le scénario, leurs émotions, j'ai détesté. C'est kitsch, sans originalité, et c'est pas kitsch en mode bien, parce que j'aime bien le kitsch, hein. C'est sans saveur, une série B gênante. L'ambiance est mal installée, ratée, tu t'attaches à personne, et c'est un vrai souci, je trouve, dans ce film, de te prendre autant pour un débile. Ceux d'avant, ça va, ils étaient un petit peu simples à comprendre, évidemment, mais on ne prenait pas autant pour un débile, t'avais des thématiques sérieuses. Là, il n'y a pas de thématique sérieuse, c'est raté, c'est vide, c'est creux, c'est nul. Et c'est décevant parce que je l'attendais vraiment ce film, hein. Je me suis dit que ça allait être la conclusion géniale à une trilogie de fous, et en fait c'est tout pété. Les arcs sont décevants, la fin est catastrophique, genre vraiment. C'est sans intérêt pour moi et un petit désastre, je suis désolé. J'ai aussi vu 3 séries, je vais commencer avec la première qui s'appelle Renfer, qui est inconnue au bataillon en France, qui a un petit peu fait parler d'elle aux États-Unis, c'est pour ça que j'ai vu plein de gens sur les réseaux en parler, et je l'ai regardé. En gros, Renfer, c'est une série documentaire en 3 épisodes de 50 minutes, donc ça se regarde très très vite et la série est conclue, c'est sur Max. C'est l'histoire d'un roi, entre guillemets, d'un festival médiéval / parc d'attractions au Texas qui est en train de chercher un successeur. Il est vieux, il a 85 ans et il a 2 objectifs. Un successeur et, je cite, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, baiser des jeunes filles de 20 ans qui ont des seins naturels. Et c'est un personnage qui est fascinant parce que c'est un documentaire, donc c'est un vrai homme qui existe, qui est encore en vie, qui a une philosophie de vie extrêmement étrange et intéressante et vraiment particulière, qui parle de plein de choses sérieuses et pas trop à la fois. C'est super bizarre en fait comme personnage. À la fois c'est un détraqué sexuel, en même temps il a une sorte d'attrait très intelligent à l'art et en même temps à l'argent et à l'économie, à comment il gère son festival et la philosophie du fait d'être un roi et comment il veut vivre sa vie, comment il veut mourir. C'est un personnage fascinant qui est entouré de d'autres personnages encore plus fascinants qui bossent avec lui depuis des années, et en gros c'est un peu trouver son successeur en mode succession, qui il va choisir, comment il va trouver l'amour, parce que c'est ça qu'il veut, hein, trouver l'amour, mais que chez des femmes de 20 ans quoi. Donc c'est un personnage qui est à la fois détestable et particulièrement attachant, et c'est un vieux qui a un peu des problèmes de santé. C'est très très bizarre comme mec, et c'est ça qui porte le truc. Alors ça et la mise en scène où t'es plongé dans ce festival médiéval, mais tu sais c'était au Texas, genre ça n'a aucun sens, et c'est un festival qui coûte super cher, c'est super inspiré, il t'explique comment il fonctionne, il t'explique comment ils veulent vendre le festival, comment il veut trouver son successeur, comment il va virer des gens et tout. C'est de la politique documentaire d'un festival au Texas, genre vraiment de renaissance quoi, et c'était top, genre c'était hyper divertissant, c'était hyper bien foutu, mise en scène vraiment claustrophobique, un mélange entre Bear et Succession, c'était trop bizarre, c'était plein d'énergie, c'était existentiel, contemplatif, vous attendez pas à Tiger King, c'est pas du tout ça, et c'était bien en fait. En 3 épisodes, ça se regarde très très vite. Pour les fans de séries de documentaires, pour les gens qui aiment ce genre de truc, franchement foncez, parce que ça vaut le détour, c'est très particulier, mais c'est vraiment très bien. Et une autre série qui a cartonné sur Apple, c'est la série Présumé Innocent, qui est une série assez particulière. Pourquoi? C'est adapté d'un film avec Harrison Ford que je n'ai pas encore vu. Je voulais attendre de voir la série intégralement pour pas me faire spoil la fin du coup de la série avant de voir le film. J'ai pas encore vu le film, j'en parlerai je pense dans la vidéo du mois prochain, la vidéo bilan. Et c'est une série qui a cartonné parce qu'en fait, elle est super addictive. T'enchaînes cliffhanger sur cliffhanger, c'est une histoire de procès. En gros, le personnage de Jake Gyllenhaal, qui est vraiment plaisant à revoir jouer un rôle qui est pas de l'action débile, et là il joue une sorte de détraqué sexuel qui fait vraiment plaisir. En gros, c'est un avocat qui s'est poursuivre en justice pour le crime de sa collègue. Il avait une relation amoureuse avec sa collègue et elle est décédée le jour où il l'a vue la dernière fois. Donc forcément, c'est le suspect principal et c'est lui qui va essayer de se défendre avec l'aide de ses amis, et du coup, c'est un procès en 8 épisodes et tu vas suivre du coup de nouvelles découvertes, de nouvelles surprises, de nouveaux rebondissements sur la relation entre lui et la collègue qui est décédée, la manière dont ça a impacté sa famille parce qu'il a une famille, en gros, c'était son amante, et du coup, bref, c'est tout un délire, je vais pas trop en révéler, hyper compliqué, peu manichéen parce que tout le monde est un petit peu pour ses propres intérêts et il y a plein de relations assez particulières dans la série qui se développent de plus en plus. C'est assez
c'est bien foutu, c'est divertissant. Bon, encore une fois, en termes de mise en scène, c'est assez académique et simple. Il y a des flashbacks qui sont plutôt réussis, je trouve. Et c'est l'esthétique qui est cool, quoi. Ça ressemble beaucoup à l'esthétique de Defending Jacob, une série Apple de procès aussi, qui était vraiment bien pour le coup, que j'ai préféré d'ailleurs Defending Jacob à celle-ci. Mais j'ai bouffé les épisodes l'un après l'autre où je voulais savoir comment ça allait finir, je voulais savoir qui était vraiment le criminel, est-ce que c'était lui ou pas, est-ce qu'il était innocent ou pas. Je voulais savoir vraiment, et du coup, ça m'a vraiment tenu en haleine tout le long. J'ai regardé avec beaucoup de plaisir, et les dialogues, ils ont un vrai punch, les acteurs jouent vraiment bien. C'est bien foutu, certes simple dans l'esthétique, certes du déjà vu, mais j'étais vraiment diverti, j'ai passé un très bon moment devant. Mais le souci, c'est qu'en fait, si je connaissais l'histoire, je pense que j'aurais pas regardé. Donc si vous avez vu le film, je sais pas si ça vaut le coup. Parce qu'en gros, la fin, en plus d'être une fin, sans spoiler encore une fois, assez expéditive, et t'as l'impression qu'ils veulent lancer une saison 2, parce qu'ils ont renouvelé la série pour une saison 2, hein. On sait pas si ce sera une série d'anthologie ou pas, mais bref, en fait, ce qui me tenait en haleine, moi, c'est l'histoire. Mais si je connaissais la fin, je sais pas si j'aurais regardé. Et c'est pour ça que j'ai envie de voir le film maintenant, en me disant, ok, on va voir si la série avait quelque chose à apporter. Donc ceux qui ont vu le film, je sais pas si la série va vous plaire. Ceux qui n'ont pas vu le film, qui veulent voir une série divertissante, plutôt bien jouée, de procès, de crimes, avec plein de rebondissements, ouais, ça vaut le coup. C'est vraiment fun et addictif. Donc franchement, une recommandation très sympathique. Et ça montre encore une fois qu'Apple savent faire des séries de qualité qui t'accrochent de jour en jour. Et j'ai vu plein de gens sur les réseaux en parler régulièrement, surtout côté américain. Et je comprends pourquoi ils avaient hâte de savoir comment ça finit, parce que bah oui, c'était assez intriguant. Maintenant, on va finir avec la dernière série que j'ai vue ce mois-ci, c'est The Bear saison 3. À la base, je vais en faire une critique, mais il y avait trop de vidéos à sortir. Je suis désolé, j'ai pas pu tenir le rythme, c'était beaucoup trop de vidéos à ce moment-là. Et j'ai vu la série, et oui, bah écoutez, The Bear saison 3, c'était censé reprendre un peu la suite de la saison 2, genre directement, et c'est le cas. Et la saison 2 était incroyable. Tout le monde a dit que c'était l'une des plus grandes saisons de série de l'histoire, c'était exceptionnel, et forcément suivre la saison 2, c'est compliqué. Ils devaient tourner la saison 3 et 4 d'un coup et la sortir dans la foulée, chose qu'ils n'ont pas fait, et ça se ressent un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, ce qui est assez particulier avec la saison 3, c'est que c'est la moins bonne des 3 saisons, c'est vrai, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça met quand même une claque à la majorité des séries, parce que dès que tu commences, et sans spoiler encore une fois, t'as un épisode entier avec une seule musique qui passe en boucle et c'est exceptionnel. T'as une compilation de traumas, de flashbacks, d'anciens acteurs qui reviennent, d'anxiété, de stress, de mise en scène en mode gros plan, tu vois à peine les personnages tellement ils sont en gros plan et c'est stressant et t'es vraiment anxieux dès le premier épisode. T'as une narration qui passe par-dessus, puis une vraie mélancolie qui se dégage de cet épisode-là. C'est un épisode qui est génial. Tu vois, j'ai vu le premier épisode, j'ai fait waouh. Il y a quasiment pas de dialogue, il y a quasiment rien qui est dit. C'est une narration visuelle pure et dure. Tu dis waouh, quelle claque, quel épisode de fou. On va manger Gucci. C'est du food porn dépressif, un détail psychologique sur ce personnage qui est en train de perdre la tête, qui arrive pas à gérer le stress. On explique comment il a été forgé. Bref, c'est un super premier épisode. Et puis l'épisode 2, pareil, c'est un hommage aux restaurateurs, aux différentes cultures, aux gens qui vivent dans des situations socio-économiques difficiles, qui aiment leur restaurant, qui essaient d'en vivre, qui souffrent de ce qui se passe dans le monde, qui sont abandonnés, le luxe prend leur place. Il y a tellement de choses qui sont bien. Le stress de vouloir une fameuse étoile, la manière dont tu deviens un dictateur à cause de ça, l'acting des différents acteurs, les engueulades toujours aussi incroyables, les dialogues hyper bien écrits, dynamiques, le montage effréné mais en même temps prenant, les moments humains des personnages, ils s'excusent, ils s'engueulent, c'est génial. Il y a un côté magique à certains épisodes avec en mode Harry Potter avec de la musique orchestrale et c'est comme un chef d'orchestre qui organise son restaurant. Il y a tellement plein de bonnes idées. Ça montre les galères, les souffrances mais aussi la beauté de faire un plat, de faire vivre les gens par l'amour de la nourriture, c'est génial à certains moments, vraiment. Les personnages comme Sydney et Carmy qui s'opposent avec des personnalités différentes et ils se permettent justement de se contrôler les deux. Les enjeux du restaurant, surtout financièrement, putain, les 3 premiers épisodes, j'étais sur le cul, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, on va manger, mais comme pas possible durant cette saison. Et après, ça se casse un petit peu la gueule. Non pas que c'est mauvais, mais ça se calme directement. Ça parle de choses plus simples, plus posées, ça fait une pause dans leur vie. Le côté effréné disparaît, c'est devenu calme, raisonnable, très esthétique, hein, encore une fois. Ça parle de deuil, de choses sérieuses, le fait de pas réussir à trouver une famille. Bref, il y a plein de choses hyper intéressantes. Comment être heureux, il y a plein de caméos d'acteurs qui sont assez drôles et qui gèrent bien. T'as des petits moments de beauté, des gens qui se posent des questions sur qui ils sont, comment ils vont vivre, comment trouver du travail, la difficulté à trouver un monde qui t'appartient, dans lequel tu peux être heureux, dans lequel tu peux vivre, les dialogues entre certains personnages qui sont touchants, les pleurs, les émotions, les acteurs qui reviennent, qui font un super travail des présentes saisons. Il y a des super flashbacks, un travail de mise en scène, toujours de narration visuelle excellente. T'as d'ailleurs Ayo Edibri qui a réalisé l'un des épisodes, et c'est l'un des meilleurs de la saison. Il y a des super dialogues et parfois il n'y a pas du tout de dialogue et ça raconte juste l'histoire d'une femme. Bref, c'est super à certains moments, vraiment, mais c'est calme, c'est plus posé. Il se passe de moins en moins de choses. Alors oui, t'as des séquences avec surtout une naissance qui est très angoissante, qui prend son temps, mais voilà, c'est des épisodes que je trouvais aussi un peu plus longs que d'habitude. En général, les épisodes c'est 25-30 minutes, là t'en as qui vont à 35-40 et certains sont un peu longs, même si encore une fois, techniquement c'est parfait, hein. Le mixage son, la mise en scène, rien à dire. Le mixage son m'a pas mal marqué d'ailleurs. Plein de moments forts par rapport au trauma, par rapport aux personnages, qui ils sont, comment ils se développent, comment ils avancent dans leur vie, comment
comment ils essaient de réussir dans cette vie, justement, comment ils essaient de tourner la page, ils y arrivent pas, il y a des moments de douceur, d'humanité. Il y a des beaux moments, puis t'arrives au climax, qui est censé être une boule de stress pas possible, t'es censé avoir une sorte d'explosion dans l'épisode 10, et tu l'as pas, cette explosion. Et en fait, tu te rends compte vraiment d'un truc, c'est que même s'il y a des beaux moments dans cet épisode 10, et tu souris tout le long, sauf à une certaine scène, tu te rends compte que cette saison-là, c'est avant tout une saison de transition. Et en fait, c'est pour ça qu'elle a été divisée en deux parties. Il y a une grosse saison ici, qui a été coupée en deux, qui sortira du coup l'année prochaine. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que ça raconte pas assez de choses pour être une saison entière, et c'est une saison de transition pour la quatrième, qui fera un mélange des deux saisons qui sera génial. Hein. Mais là, tu restes vraiment sur ta faim, sans mauvais jeu de mots, et tu sors non pas déçu, mais frustré parce que t'en voulais plus, et je trouve que le climax de cette saison-là n'est pas assez concluant. On dirait un cliffhanger d'un truc qui va revenir dans 4 mois, quoi. Donc là, attendre un an pour ça, je trouve que c'est pas mérité, je trouve que c'est pas incroyable. C'était bien, hyper divertissant, je vous la conseille tout de même, ça reste une série assez hors du commun, mais c'était la moins bonne, et c'est dommage d'avoir pris autant de temps pour mettre la transition. T'as vraiment l'impression qu'en fait, ils voulaient sortir les 20 épisodes d'un coup, qu'ils n'ont pas pu le faire au final, et que du coup, ils ont préparé plein de choses dans cette saison-là, qui auront une conclusion que la saison prochaine. Alors que toutes les autres saisons avaient une vraie conclusion à chaque fin de saison, pour tous les arcs narratifs et tout. Et là, tout ce qui a été repris ici n'a pas de conclusion, du coup, tu ressors un peu frustré. Encore une fois, ça reste bien, et je vous la conseille, vous devez foncer dessus. Je vais m'arrêter là, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, pas mal d'œuvres et tout, donc foncez dans les commentaires me dire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous avez vu ce mois-ci, j'ai envie de savoir tout ça. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.